On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Ces personnes qui visent la domination mondiale sont-elles vraiment les méchants? Le nouvel ordre n'est-il pas ce qu'il pourrait arriver de mieux? Quand on sait que ce projet est porté par les hommes les plus intelligents, les plus rusés, les plus puissants et que ces personnes sont sans doute très raisonnables, ce ne peut donc pas être si mauvais. Ces gens sont-ils particulièrement égocentriques et dépourvus de sentiments? Pourquoi l'opinion publique n'est-elle pas au courant de ces projets? Michael Nichols, de son vrai nom Michael Igor Petchovsky, un réalisateur américain d'origine allemande couronné par un Oscar, explique. Une poignée de gens contrôlent les médias du monde entier. Ils ne sont que 6 et bientôt plus que 4. Ils ont la mainmise sur la presse, les films et les télévisions. Il y a quelques années encore, plusieurs opinions différentes pouvaient s'exprimer. De nos jours, on n'entend plus qu'une seule opinion qui met 4 ou 5 jours à se cristalliser et qui est ensuite reprise par le monde entier. Paul Seth, un des coéditeurs du grand quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui avait démissionné de son poste pour manifester sa désapprobation, le dit autrement. La liberté de la presse est la liberté d'environ 200 personnes de répandre leur opinion. Les grands médias mondiaux sont entre les mains de quelques individus. Robert Maxwell, Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Haïm Saban, Boris Berezovsky et Vladimir Alexandrovitch Gunzinski. Ils ont été monopolisés, orientés selon leur opinion et censurés. Et ils ne parlent jamais des agissements des maîtres du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont à leur solde et qu'ils en profitent. Ils parlent de ce qui leur est utile et ils passent sous silence ce qui va à l'encontre de leur objectif. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, il soit possible de cacher la vérité, de répandre des contre-vérités ou même de mentir de façon éhontée? David Rockefeller, qui célébrait ses 96 ans le 12 juin 2011, avait l'audace de déclarer le 6 juin 1991, à l'ouverture de la conférence des Bilderberg, la réunion secrète des personnes les plus influentes du monde occidental. Nous remercions le Washington Post, le New York Times, le magazine Times et d'autres grands médias dont les directeurs sont présents ici, d'avoir tenu leurs promesses pendant 40 ans et d'avoir gardé le silence. Il ne nous aurait pas été possible de mettre en pratique le projet que nous avons pour le monde si tout avait été fait sous les projecteurs de l'opinion publique. Le monde est aujourd'hui plus développé et plus apte à accepter le concept d'un gouvernement mondial qui ne connaîtra plus jamais la guerre et qui vivra en paix dans la prospérité. Nous devons absolument favoriser la souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et des banques et non l'autodétermination nationale qui a prévalu au cours des siècles derniers. Cela sonne bien. Une élite intellectuelle associée aux banques gouvernera le monde de demain. Elle le fait déjà à l'heure actuelle. Ne ressentez-vous pas une certaine satisfaction? Nos dirigeants de banques ont fait la preuve de leur utilité ces dernières années. Sans eux, il n'y aurait pas eu la récente crise bancaire. Dire que le peuple américain paie pour cela. Ce discours d'ouverture de Rockefeller date de 20 ans. Quand il disait nous, il parlait du groupe Bilderberg qu'il a cofondé, une organisation qui a vu le jour en mai 1954 sous l'égide du prince Bernard des Pays-Bas. Bernard Léopold zur Lippe-Biesterfeld, décédé en 2004, né comte de Lippe-Biesterfeld en Allemagne. Prince de Lippe en 1916 est marié le 7 janvier 1937 avec la princesse Julienne d'Orange-Nassau, qui régna sur les Pays-Bas de 1948 à 1980, dont nous reparlerons plus loin. Ces gens se réunissent une fois l'an depuis près de 60 ans pour prendre des décisions politiques et économiques importantes.
Rockefeller précise son propos dans ses mémoires de 2006. Certains pensent que nous faisons partie d'une organisation secrète qui agit contre les intérêts des États-Unis. Ils nous traitent, ma famille et moi, d'internationalistes qui complotent pour élaborer une structure globale intégrée, un monde en soi, si vous préférez. Si c'est une accusation, je me déclare coupable et j'en suis fier. De telles déclarations ne laissent aucun doute. Il y a bien un complot. La question est de connaître l'état de son avancement et de savoir ce qui nous attend prochainement. Rockefeller ne fait pas de mystère. Nous sommes à l'aube d'un grand bouleversement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une crise mondiale avant que les nations n'acceptent le nouvel ordre mondial. Cette crise, elle est là, devant nous. La crise de la finance mondiale. Et ce qui a commencé en 2009 va devenir palpitant en 2011. Ce sont les prémices d'un gouvernement mondial. La précarité financière va provoquer plus de pauvreté, il va y avoir plus d'émeutes et de violences. Les lois, les contrôles, les surveillances deviendront plus strictes et nous serons en plein dans ce nouvel ordre. Ce n'est pas si compliqué en fait. Le lecteur averti se dira que la crise financière n'était pas fortuite, qu'elle a été planifiée depuis longtemps. C'est exact. Ce que nous observons dans le domaine financier est un élément d'un plan sans scrupule qui va écraser l'humanité sous une chape avec un nouveau système monétaire dont l'essentiel sera constitué de paiements virtuels. La crise et la récession ne tombent pas du ciel. Elles font partie d'un plan beaucoup plus vaste. Elles sont une des clés qui vont nous mener vers un monde très contrôlé et très surveillé sans que nous puissions nous y opposer. Évoquons rapidement le sujet des transactions financières virtuelles. C'est sans aucun doute la clé du nouvel ordre mondial, car évidemment l'argent régit le monde. L'objectif est un monde dépourvu d'argent liquide, les transactions se faisant uniquement par carte de crédit et à l'avenir par des implants électroniques insérés sous la peau. Ces micropuces existent déjà sous plusieurs formes pour les animaux et pour les humains. Mais accepteriez-vous qu'on vous implante une puce sous la peau? Non, pourquoi pas? C'est formidable. Vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'argent sur vous ou d'avoir une carte de crédit. Vous n'aurez plus peur qu'on vous agresse dans la rue. Réfléchissez bien, personne ne pourra plus vous voler. Il n'y aura plus d'attaque de banque ou de station-service. Personne ne pourra plus tromper le fisc. Il n'y aura plus d'enlèvement avec demande de rançon. Les micropuces permettront de localiser n'importe qui par satellite. Ne soyez pas trop timorés, soyez positifs. Ces puces ont déjà été présentées à la télévision. Les animateurs étaient tous enthousiastes. La Bible en parle même dans l'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si c'est écrit dans la Bible, c'est un signe du destin. Nous devrions l'accepter. Ou non? Vous n'êtes toujours pas convaincu malgré les arguments de la majorité? Vous n'êtes pas seul. Que feront Rockefeller et ses amis si vous, chers lecteurs et lectrices, vous opposez à ces implants? C'est là qu'intervient la deuxième clé, le terrorisme. Le sceau du rite écossais des francs-maçons précise en toutes lettres Ordo ab chaos, ce qui veut dire l'ordre à partir du chaos. Comme le disait Naum Goldman, pour instituer un nouvel ordre, il faut d'abord détruire l'ancien. Les maîtres du monde encouragent de façon sournoise le chaos, en faisant tomber les barrières nationales, en brutalisant et abrutissant la jeunesse et la société dans son ensemble. Par le sexe et la violence, à la télévision, sur Internet et dans les jeux vidéo, en renversant les valeurs traditionnelles telles que la famille, la tradition, la culture, les opinions religieuses, l'honneur et la fierté. L'immigration imposée est un autre facteur important. Le mélange des cultures provoque des tensions avec les étrangers. Les gens ne se sentent plus en sécurité, ils ont peur. Ils se tournent vers ceux qui leur promettent d'agir avec force. Et nous subissons de plus en plus de contrôle, de surveillance. Nous finirons tous avec des implants sous la peau. Vous doutez de la création artificielle et ciblée du terrorisme? Écoutez ce que disait Nicolas Rockefeller à son ami Aaron Rousseau. Les implants sont déjà monnaie courante, il n'y a plus moyen d'y échapper à terme. Et Nicolas Rockefeller entre dans les détails. Il y aura deux sortes de puces. Une pour les initiés qui leur donnera des privilèges et l'autre pour les masses. La première est une sorte de passeport diplomatique électronique qui permettra de franchir toutes les frontières et de se protéger des contrôles du fisc, par exemple. Il reconnaît que la guerre contre le terrorisme est une grosse arnaque en éclatant d'un rire méprisant.
Un de ces initiés s'en est ouvert auprès de moi dans les termes suivants. La plupart des gens sont ignorants et paresseux. Si on les laisse faire, rien ne changera jamais. Nous devons prendre les choses en main et les guider grâce à un gouvernement ou un leader mondial. Un de mes bons amis, qui fréquentait les grands maîtres de la loge de Berlin, confirmait dès 1995 que le monde allait connaître une vague de terrorisme sans précédent. Et nous en sommes au mot-clé franc-maçon. Quel est donc le rapport avec la franc-maçonnerie? Essayons de la définir précisément avant de continuer notre enquête sur la piste du complot. La franc-maçonnerie et sa communication. La franc-maçonnerie classique est une association éthique d'hommes libres, convaincus qu'un travail constant sur soi-même nous conduit à adopter des comportements plus évolués. Elle a 5 idéaux fondamentaux: la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance et l'humanité, que l'on doit pratiquer dans sa vie quotidienne. Les francs-maçons s'organisent en loges. Il y en a environ 35 000 actuellement dans le monde qui fédèrent à peu près 5 millions de membres. Tout à chacun peut devenir un frère de loge, indépendamment de sa position sociale, de son niveau de formation ou de ses convictions religieuses. Il existe beaucoup de mythes autour de la franc-maçonnerie, causés principalement par le secret que le frère de loge doit maintenir vis-à-vis du public, le monde profane. Il n'a pas le droit de mettre sur la place publique les rituels ou les discussions auxquelles il a participé. Il n'est pas question de complot à ce niveau, mais plutôt de respect de la sphère privée. Je m'engage sur l'honneur au silence absolu sur tout ce qui me sera communiqué dans la loge. Sont les mots que l'aspirant doit prononcer à son admission dans l'ordre. Explication donnée dans la demande d'admission de la loge numéro 37 de Zurich, Libertas et Fraternitas. Tous les membres doivent respecter une stricte discrétion vis-à-vis des non-initiés sur tous les événements propres à la loge. Au cours de l'admission dans l'Orient intérieur, on impose aux nouveaux membres de garder le secret même vis-à-vis d'autres membres de la loge sur tout ce qui leur est communiqué, à moins de publications concrètes ou officiellement annoncées des différentes informations. Brochure de l'ordre maçonnique mixte international Soleil Levant de Nuremberg, règlement intérieur, page 5. Nous savons par des documents rendus officiels que lors des tenues, donc cérémonies en tenue, on présente des planches. On verra plus loin. Des conférences sur divers sujets, dans une ambiance d'attention méditative quasi religieuse, suivie de débats avec les apprentis autour d'une table pendant les repas qu'on appelle agapes. Les sujets abordés sont d'ordre politique, social, scientifique, ésotérique ou mystique. À l'extérieur, les francs-maçons n'apparaissent le plus souvent que dans le domaine caritatif ou le développement culturel ou intellectuel. Dans les brochures officielles, on lit que les objectifs et les valeurs de la franc-maçonnerie viennent de leur histoire ancienne. La franc-maçonnerie est apparue au Moyen Âge chez les tailleurs de pierre et les bâtisseurs de cathédrales qui lui ont légué leurs symboles et leurs valeurs. Les francs-maçons se réfèrent dans l'ensemble au principe de création qu'ils désignent comme le grand architecte de l'univers. Les 5 principes fondamentaux sont décrits de façon plus précise. La liberté est possible quand il n'y a pas de soumission ou d'exploitation. Elle permet la liberté de l'esprit et la réalisation personnelle. L'égalité implique l'égalité de tous citoyens sans distinction de classe et l'égalité devant la loi. La fraternité est possible quand la sécurité, la confiance, la coresponsabilité et la compréhension entre les individus sont assurées. La tolérance est vécue comme une écoute active et une acceptation d'opinions différentes. L'humanité englobe la somme des 4 piliers précédents. Elle est symbolisée par le temple de l'humanité et la construction duquel travaille chaque frère. Il y a 3 degrés fondamentaux dans la maçonnerie: apprenti, compagnon et maître. Ces degrés s'acquièrent dans les loges de Saint-Jean en Allemagne et dans les loges bleues en Angleterre. Une fois admis, les femmes ne le sont pas, bien qu'il existe des loges féminines. On débute comme apprenti.
C'est l'étape de la connaissance de soi. On est mis en situation pour comprendre et accepter l'imperfection de la condition humaine que symbolise la pierre brute. Comme on a reconnu l'imperfection de sa condition, on a besoin d'aide et on prend conscience de l'importance de la fraternité et de l'humanité. Par un travail continuel sur soi, on devient peu à peu un des blocs de pierre du temple de l'humanité en construction. Si l'apprenti progresse bien, il devient compagnon au bout d'un an. Le symbole du compagnon est la pierre cubique. Le compagnon doit se perfectionner dans l'autodiscipline, la base qui permet à chacun de devenir symboliquement une pierre de l'édifice commun, c'est-à-dire de construire le monde harmonieux du temple de l'humanité. On l'incite à se perfectionner dans ses relations sociales. Quand il atteint le degré de maître, le frère de loge prend conscience de la fugacité de la vie sur Terre et il s'oblige à repenser son plan de vie. La planche à dessin est le symbole du maître. Par le dessin, il communique aux autres l'exemple qu'il doit incarner. Il endosse plus de responsabilités et de devoirs, mais il n'est pas pour autant libéré du travail des degrés inférieurs.